Je m'appelle Jean Dubois et j'ai aujourd'hui 63 ans. L'histoire que je m'apprête à raconter s'est déroulée il y a 11 ans, à une époque où, à 52 ans, je pensais avoir tout compris de la vie, du succès et de la valeur des choses. J'allais pourtant recevoir l'une des leçons les plus fondamentales de mon existence, dispensée par le plus improbable des professeurs, une enfant sans abri qui ne possédait rien mais qui, en réalité, donnait tout. Ma fortune, je l'avais bâtie sur l'autel de la technologie, en fondant dans ma vingtaine une société de logiciels qui, après une entrée en bourse spectaculaire, m'avait rendu plus riche que mes rêves les plus fous ne l'avaient jamais envisagé. Au début de la cinquantaine, j'étais plusieurs fois milliardaire, avec tout le cortège de privilèges que cela implique. L'appartement de luxe à Paris, un duplex vertigineux surplombant la Seine avec des baies vitrées offrant un panorama à couper le souffle sur la ville lumière, le balai incessant des voitures de luxe avec chauffeur, les écoles privées les plus exclusives pour ma fille, les cercles et les restaurants où seuls les non-inscrits sur une liste secrète pouvaient espérer une table. Ma fille, Chloé, avait 7 ans à l'époque. Après le décès tragique de ma femme en lui donnant la vie, je l'avais élevée seule, ou plus exactement, avec l'aide d'une armée de nounous, de tuteurs et de tous les avantages que l'argent pouvait acheter. Elle était inscrite dans une prestigieuse école privée parisienne, nichée au cœur d'un quartier huppé de Neuilly-sur-Seine, portait des vêtements de créateur et possédait tous les jouets et outils pédagogiques dernier cri. Mon intention était de lui offrir tout ce que je n'avais jamais eu, moi qui avais grandi dans un quartier ouvrier de la banlieue parisienne. Je voulais lui donner toutes les chances de réussir, de s'épanouir, de ne jamais connaître le manque. Mais quelque part, en lui donnant tout, je lui avais enseigné par inadvertance que sa valeur provenait de ce qu'elle possédait, et non de qui elle était. Chloé était devenue une enfant capricieuse, arrogante, méprisante envers les personnes qu'elle considérait comme inférieures. Elle se montrait odieuse avec notre personnel de maison, traitait avec un dédain glacial les autres enfants qui n'avaient pas son niveau de privilège, et devenait de plus en plus difficile à gérer au quotidien. Ses professeurs me rapportaient, lors d'entretiens que je redoutais de plus en plus, qu'elle refusait de collaborer avec les élèves qu'elle ne jugeait pas assez intelligents, et qu'elle faisait fréquemment pleurer ses camarades par ses remarques acerbes et cruelles. J'essayais de corriger son comportement, bien sûr, mais j'avais été si absorbé par la construction et la gestion de mon empire que j'avais largement délégué son éducation à d'autres. Et ces autres, un personnel bien intentionné mais déférent, la défiaient rarement ou lui imposaient des limites significatives. Chloé grandissait pour devenir une jeune fille brillante et accomplie, certes, mais aussi terriblement cruelle et vide, mesurant la valeur de chaque individu à l'aune de ses possessions et de son statut social. Cet après-midi d'automne, j'avais quitté le bureau plus tôt pour aller chercher Chloé à l'école, une chose que je faisais rarement. D'habitude, notre chauffeur personnel s'en occupait, mais j'essayais de passer plus de temps avec elle après le dernier rapport de ses enseignants concernant son comportement exécrable envers ses camarades. L'école de Chloé se trouvait, comme je l'ai dit, dans un quartier huppé de Neuilly-sur-Seine, un monde de parcs manucurés, de boutiques de luxe et de façades haussmanniennes immaculées. J'arrivais avec quelques minutes d'avance et décidai de marcher jusqu'à l'entrée de l'école plutôt que d'attendre dans le confort silencieux de ma berline. En approchant, je remarquai Chloé, debout près de la haute grille en fer forgé qui entourait le domaine de l'école. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait une autre fillette, probablement du même âge, peut-être un peu plus âgée. Il était difficile de le dire tant elle était menue et frêle. L'enfant portait une robe qui était de toute évidence plusieurs tailles trop grande et de seconde main, maculée de taches de terre et déchirée par endroits. Ses cheveux étaient emmêlés et ternes, et ses pieds étaient chaussés de baskets qui tombaient littéralement en morceaux, maintenus ensemble par des bandes de rubans adhésifs gris. Tout dans son apparence criait la misère, le dénuement le plus total. Mais ce qui capta mon attention, ce ne fut pas sa pauvreté. Ce fut ce qu'elle était en train de faire. Elle enseignait quelque chose à Chloé. Pointant du doigt un cahier qu'elle tenait, elle expliquait un concept avec des gestes animés, une passion visible dans ses yeux. Et Chloé, ma fille si dédaigneuse et méprisante, écoutait avec une attention totale, hochant la tête sérieusement, posant des questions avec un intérêt que je ne lui avais pas vu depuis des années. Je me rapprochai, en restant hors de leur champ de vision, dévoré par la curiosité. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Tu vois, si tu déplaces le X de ce côté de l'équation, disait la fillette sans abri d'une voix claire, alors tu peux l'isoler ici. C'est comme ça que tu trouves la réponse. Ma maîtresse me l'a montré l'année dernière, avant qu'on doive partir. Ça a tellement plus de sens que la façon dont Madame Lefebvre l'explique, répondit Chloé, admirative. Tu es vraiment douée en maths.
J'adore les maths. C'est comme des énigmes. Et les énigmes ont toujours des solutions si on y réfléchit de la bonne manière. La fillette sourit, et malgré sa situation, c'était un sourire magnifique, d'une sincérité désarmante. Tu veux que je t'en montre une autre? Chloé acquiesça avec enthousiasme, et les deux enfants se penchèrent à nouveau sur le cahier. La petite sans-abri enseignait patiemment à ma fille privilégiée des concepts avec lesquels elle se débattait dans son école privée hors de prix. J'étais abasourdi, littéralement pétrifié sur le trottoir. Ce n'était pas la Chloé que je connaissais. Cette Chloé-là était humble, avide d'apprendre, respectueuse. Elle ne traitait pas cet enfant des rues avec le mépris qu'elle affichait pour la plupart des gens, mais avec une gratitude et une amitié authentiques. Après avoir résolu quelques problèmes supplémentaires, Chloé demanda soudain, « Comment tu t'appelles » ? « Moi, c'est Chloé. »« Je m'appelle Manon, » dit la fillette. « Manon le roi. »« Tu vas où à l'école, Manon ? Tu es vraiment très intelligente. » Le visage de Manon s'assombrit instantanément. « Je ne vais plus à l'école. Pas depuis juin. On a dû quitter notre appartement, et maintenant on bouge beaucoup. Ma mère n'a pas les moyens de payer un loyer, alors on dort dans sa vieille Renault 4, ou parfois au centre d'hébergement d'urgence quand il y a de la place. Avant, j'adorais l'école. J'étais dans le programme pour élèves à haut potentiel dans mon ancienne école. Chloé parut bouleversée. « Tu ne peux pas aller à l'école ? Mais comment tu fais pour apprendre des choses ? Je lis des livres de la bibliothèque municipale quand je peux, je fais des calculs dans ma tête, et je me souviens de tout ce que mes professeurs m'ont appris avant. » Elle désigna le cahier d'un geste. J'ai trouvé ce cahier dans une poubelle. Quelqu'un n'avait utilisé que quelques pages, alors j'utilise les pages blanches pour faire des exercices et m'entraîner à écrire. Ce n'est pas juste, dit Chloé avec une conviction qui me serra le cœur. Tout le monde devrait pouvoir aller à l'école. Je sais. Maman dit que peut-être, quand elle trouvera un travail et qu'on aura un appartement, je pourrai y retourner. Mais ce n'est pas encore arrivé. Manon baissa les yeux vers ses chaussures usées. Je viens ici parfois, après la sortie de votre école. J'aime bien entendre les professeurs faire cours à travers les fenêtres ouvertes. Parfois, je peux même voir les maths écrites sur les tableaux. C'est comme ça que j'ai appris ce que je viens de te montrer. J'ai vu Madame Lefebvre l'enseigner à travers la fenêtre la semaine dernière, et j'ai réfléchi jusqu'à ce que je comprenne comment faire. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Cet enfant était si affamé d'éducation, si naturellement doué, qu'elle se tenait devant les fenêtres d'une école pour glaner des bribes de leçons, résolvait des problèmes de maths dans un cahier récupéré à la poubelle, et enseignait maintenant à la fille d'un milliardaire des concepts que des tuteurs privés coûteux n'avaient pas réussi à lui faire comprendre. « Tu veux venir dans mon école » demanda soudain Chloé. « Mon papa est très, très riche. Peut-être qu'il pourrait payer pour que tu viennes ici. » Manon se mit à rire, mais il n'y avait aucune amertume dans son rire. C'est vraiment gentil de proposer, mais des écoles comme celle-ci coûtent une fortune. Des milliers et des milliers d'euros. C'est ce que ma mère a dit une fois quand on est passé devant. Elle a dit que même si on n'était pas à la rue, on ne pourrait jamais se payer un endroit comme ça. Chloé parut réfléchir profondément. Eh bien, mon papa peut se le permettre. Et de toute façon, tu es bien plus intelligente que la plupart des enfants ici. Tu devrais être dans cette école. Je décidai qu'il était temps de me montrer. Je m'avançai jusqu'à la grille où se tenaient les deux fillettes. Chloé m'aperçut et son visage s'illumina. « Papa. Voici Manon. Elle m'apprend l'algèbre, elle est super, super intelligente, et elle devrait venir dans notre école, mais elle ne peut pas parce qu'elle est sans abri et qu'elle n'a pas d'argent. » Je m'agenouillai pour me mettre à leur niveau. Manon recula immédiatement, la peur traversant son visage. Elle avait clairement appris à se méfier des adultes en costume coûteux. « N'aie pas peur, dis-je doucement. Je suis le père de Chloé. Je ne vais ni te faire de mal, ni te chasser. Chloé a raison. Tu es manifestement très intelligente. Quel âge as-tu, Manon ? 9 ans, dit-elle à voix basse. J'aurai 10 ans en février. Et tu as appris l'algèbre toute seule en regardant à travers les fenêtres ? Elle hocha la tête, toujours sur ses gardes. C'est extraordinaire. Est-ce que tu aimes d'autres matières que les maths ? J'adore la lecture et les sciences.
Avant, j'aimais tout à l'école. Sa voix se cassa légèrement. Ça me manque tellement. Je pris à cet instant une décision qui allait changer plusieurs vies. Manon, où est ta mère en ce moment? Elle est à la bibliothèque municipale. Elle y va pour chercher du travail sur Internet et pour rester au chaud. Je suis censé la retrouver là-bas à 17h. Je consultai ma montre. Il était 16h30. Me permettrais-tu de te conduire à la bibliothèque? J'aimerais rencontrer ta mère et lui parler de quelque chose. Manon semblait partager entre un espoir naissant et une méfiance apprise par l'expérience. De quoi voulez-vous lui parler? Du fait que tu puisses retourner à l'école, et de la façon dont je pourrais peut-être aider votre famille. Les gens n'aident pas les gens comme nous, dit Manon avec un fatalisme désarmant. Ils nous disent de trouver du travail ou de partir. Ils ne veulent pas nous voir. Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens. Et Chloé a raison. Tu es bien trop intelligente pour ne pas être à l'école. Me laisseras-tu parler à ta mère? Après un long moment de silence, Manon hocha la tête. Nous sommes montés dans la voiture. Chloé et Manon bavardaient sur la banquette arrière, parlant de maths, de livres et de sciences avec une animation incroyable. Je les observais dans le rétroviseur, émerveillé. Ma fille, qui avait été si cruelle avec d'autres enfants, traitait Manon avec une chaleur et un respect sincères, lui demandant son avis, écoutant attentivement ses réponses, partageant ses propres pensées sans la moindre condescendance. À la bibliothèque municipale, nous avons trouvé la mère de Manon, Valérie, dans la section informatique, en train de remplir des formulaires de candidature en ligne. Elle devait avoir la trentaine, mais paraissait bien plus âgée, usée par les épreuves. En voyant Manon avec deux inconnus tirés à 4 épingles, l'alarme inonda son visage. Manon. Qu'est-ce que? Qui sont ces gens? C'est bon, maman. C'est Chloé, de l'école privée, et son papa. Il veut te parler. Valérie me regarda avec un mélange de suspicion et d'épuisement infini. Si c'est parce que Manon traîne autour de l'école, je lui ai déjà dit de ne pas déranger les élèves. Nous allons partir. Nous ne reviendrons pas. Non, s'il vous plaît, dis-je rapidement. Ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai vu Manon enseigner à ma fille des mathématiques avec lesquelles Chloé se débat malgré des cours particuliers coûteux. Votre fille est exceptionnellement douée. J'aimerais l'aider à poursuivre ses études. Les yeux de Valérie s'emplirent de larmes. Nous n'avons pas besoin de la charité. Nous nous en sortons très bien. Maman, dit Manon doucement. On ne s'en sort pas bien. On a dormi dans la voiture la nuit dernière parce que le centre d'hébergement était plein. Tu n'as pas mangé aujourd'hui parce que tu m'as donné ta part, et je ne suis pas allé à l'école depuis 5 mois. Le masque de fierté de Valérie se brisa. Elle s'assit lourdement sur une chaise, le visage entre les mains. J'essaie. J'essaie si fort, mais ce n'est jamais assez. J'ai perdu mon emploi quand l'entreprise a délocalisé. Puis on a perdu notre appartement. J'ai postulé à des centaines d'offres. Mais personne ne veut m'embaucher quand je n'ai pas d'adresse fixe. Et la garde d'enfants coûte plus cher que le SMIC. Je ne peux même pas me permettre de travailler. Que faisiez-vous avant? Demandai-je. J'étais directrice administrative. Je suis douée pour l'organisation, la planification, la gestion de tâches multiples. Mais tous ces postes exigent une adresse stable, des vêtements professionnels et des références récentes. Je n'ai plus rien de tout ça. Une idée prenait forme dans mon esprit. Et si vous aviez de nouveau tout ça? Et si je pouvais vous aider à vous remettre sur pied, non pas par charité, mais comme un investissement dans l'avenir de votre famille? Valérie leva les yeux vers moi, un mélange d'espoir et d'incrédulité peignant ses traits fatigués. Pourquoi investiriez-vous en nous? Vous ne nous connaissez pas. Je sais que votre fille est brillante et mérite une éducation. Je sais que vous travaillez d'arrache-pied pour subvenir à ses besoins malgré des circonstances impossibles. Et je sais que ma propre fille, qui a été gâtée et arrogante, vient de montrer une gentillesse et un respect authentique envers Manon, chose qu'elle n'a montrée à personne depuis des mois. Cela me dit qu'il y a quelque chose de spécial dans votre famille. Au cours de l'heure qui suivit, dans un coin tranquille de la bibliothèque, Valérie et moi avons parlé. J'ai appris son parcours, de l'emploi stable à la précarité la plus totale. J'ai écouté le récit de la cascade de revers qui avait anéanti sa stabilité financière,
de ses efforts désespérés pour maintenir une apparence de normalité pour Manon. Je lui ai fait une offre, je fournirai un logement temporaire, l'aiderai à obtenir des vêtements professionnels et un moyen de transport, et je lui donnerai un poste de directrice des opérations pour ma fondation caritative, qui avait réellement besoin de quelqu'un avec ses compétences. En échange, elle travaillerait dur, reconstruirait son indépendance et m'autoriserait à payer les frais de scolarité de Manon. Ce n'est pas de la charité, expliquai-je avec insistance. C'est moi qui reconnais le talent et le potentiel en vous deux, et qui choisis d'investir dedans. J'attends de vous que vous travailliez dur, que vous soyez professionnel, que vous traitiez cela comme un vrai travail avec de vraies attentes. Et j'attends de Manon qu'elle prenne son éducation très au sérieux et qu'elle continue d'être le genre de personne qui enseigne aux autres ce qu'elle sait. Valérie pleurait maintenant ouvertement. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Des gens nous croisent depuis des mois. Ils nous ignorent, nous crient dessus, appellent la police simplement parce que nous existons dans leur quartier. Pourquoi nous aideriez-vous? Parce que votre fille de 9 ans a enseigné à ma fille de 7 ans non seulement l'algèbre, mais quelque chose de bien plus important. Que l'intelligence et la valeur ne sont pas déterminées par la quantité d'argent que l'on possède ou la propreté de ses vêtements. Manon a traité Chloé avec respect et patience, même si Chloé a tout et que Manon n'a rien. C'est une force de caractère remarquable, et le caractère mérite d'être soutenu. Je regardais Manon, qui écoutait attentivement. Et parce qu'une enfant qui trouve un cahier dans une poubelle pour y faire des maths, qui se tient devant les écoles pour entendre des leçons à travers les fenêtres, qui enseigne à d'autres enfants parce qu'elle aime apprendre, cet enfant la mérite toutes les chances de développer ses dons. Cette conversation, il y a 11 ans, a été le point de départ d'une relation qui a enrichi nos vies à tous de manière incommensurable. Valérie a commencé à travailler à ma fondation et s'est avérée être l'une des personnes les plus compétentes que j'ai jamais employées. Elle est passée de directrice des opérations à directrice des programmes, utilisant sa propre expérience de la précarité pour concevoir des systèmes de soutien plus efficaces pour les familles en crise. Manon s'est inscrite dans l'école de Chloé et y a excellé. Elle a obtenu son baccalauréat avec la mention très bien et les félicitations du jury 6 ans plus tard, puis est entrée à l'école normale supérieure avec une bourse complète, se spécialisant en mathématiques et en sciences de l'éducation. Elle vient de terminer son doctorat en didactique des mathématiques et développe désormais des programmes pour les écoles en zone d'éducation prioritaire, s'assurant que les élèves issus de milieux défavorisés reçoivent un enseignement des mathématiques de même qualité que les enfants privilégiés. Mais le changement le plus profond s'est produit chez Chloé. Voir Manon réussir en partant de rien, comprendre que l'intelligence et le caractère pouvaient exister sans privilège, réaliser que la gentillesse et la générosité avaient plus de valeur que les possessions matérielles. Ces leçons ont transformé ma fille d'une enfant arrogante et cruelle en une jeune femme compatissante et réfléchie. Chloé a 18 ans maintenant et s'apprête à entrer à Sciences Po avec l'intention d'étudier les politiques sociales et éducatives. Elle fait du bénévolat chaque semaine dans des centres d'hébergement et donne des cours de soutien à des enfants de familles à faible revenu. Elle et Manon sont devenues les meilleures amies du monde. Et cette amitié a enseigné à Chloé bien plus sur l'empathie, la gratitude et la véritable valeur humaine que tout l'argent du monde n'aurait pu acheter. Manon m'a appris qu'être intelligent ou accompli ne te rend pas meilleur que les autres, m'a dit Chloé récemment. Elle avait toutes les raisons d'être amère à cause de ce qui est arrivé à sa famille, mais au lieu de ça, elle a utilisé ses dons pour aider les autres, à commencer par m'apprendre l'algèbre quand j'étais en difficulté. Elle m'a montré à quoi ressemble un vrai caractère. Valérie et Manon ont quitté le logement temporaire que j'avais fourni au bout de 18 mois, ayant économisé suffisamment pour louer leur propre appartement. Valérie a insisté pour me rembourser le soutien initial, bien que je n'ai jamais attendu ou demandé de remboursement. C'est important, m'a-t-elle expliqué. Non pas que je n'apprécie pas ce que vous avez fait, mais parce que j'ai besoin de savoir que nous pouvons tenir debout par nous-mêmes. Vous nous avez tendu la main quand nous en avions le plus besoin. Mais nous avons reconstruit nos vies par nos propres efforts. Cela compte. Elle avait raison. La dignité compte. L'autosuffisance compte. Le but n'a jamais été de créer une dépendance, mais de jeter un pont au-dessus d'un gouffre impossible, permettant à une enfant douée et à sa mère travailleuse d'atteindre l'autre rive où leur talent pourrait s'épanouir. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, je repense à cet après-midi avec une profonde gratitude. J'étais allé chercher ma fille à l'école et j'avais trouvé à la place une enfant sans abri lui enseignant les mathématiques à travers une grille en fer. J'aurais pu ignorer la scène, faire monter Chloé en voiture, dire à Manon d'arrêter de déranger les élèves d'une école qu'elle ne pourrait jamais se payer. Cela aurait été plus facile,
plus confortable, plus conforme à la façon dont notre société traite souvent les personnes en situation de précarité. Au lieu de cela, j'ai regardé et j'ai écouté. J'ai vu l'intelligence, la patience, la générosité et le caractère chez une enfant qui avait toutes les raisons d'être amère ou vaincue. Et j'ai choisi d'investir dans ce caractère. Le retour sur cet investissement a été incommensurable. Les recherches de Manon changent la manière dont les mathématiques sont enseignées dans tout le pays. Le travail de Valérie à la Fondation a aidé des centaines de familles à sortir de la précarité. Chloé est devenue une citoyenne compatissante et engagée qui utilise ses privilèges pour aider les autres. Mais au-delà des réalisations tangibles, il y a quelque chose de plus précieux. La conscience que nous sommes tous connectés. Que la fille d'un milliardaire et une fillette sans abri peuvent s'enseigner mutuellement des leçons vitales. Que la richesse et la pauvreté ne déterminent pas la valeur d'un être humain. Que parfois, la personne qui n'a matériellement rien à donner peut offrir des cadeaux qui changent votre vision du monde. Manon a enseigné l'algèbre à Chloé ce jour-là. Mais elle nous a aussi enseigné à tous les deux que l'intelligence existe partout, que le potentiel n'est pas l'apanage des enfants privilégiés, que la fillette sans abri derrière la grille pouvait être brillante, gentille et méritante de toutes les opportunités. C'est ce qui a stupéfié tous ceux qui ont connu la situation. Pas le fait que j'ai payé pour l'éducation d'une enfant pauvre. Les gens riches font des dons caritatifs tout le temps. Mais que j'ai reconnu ce qu'elle avait à offrir. Que j'ai vu le fait qu'elle enseigne à Chloé à travers une grille non pas comme une intrusion, mais comme un cadeau. Que j'ai compris que ma fille avait plus besoin de ce que Manon pouvait lui donner que Manon n'avait besoin de ce que je pouvais fournir. Car en fin de compte, ce ne fut pas un échange à sens unique. Oui, j'ai fourni un logement, un emploi et une éducation. Mais Manon a fourni quelque chose d'une valeur égale. Elle nous a rappelé, à Chloé et à moi, que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en caractère, en intelligence, en bonté et en générosité d'esprit. Elle n'avait rien de matériel à offrir, mais elle a appris à ma fille non seulement l'algèbre, mais aussi comment traiter les gens avec respect, quelles que soient leurs circonstances. Elle a montré à Chloé à quoi ressemble la véritable intelligence, non pas la supposition arrogante de supériorité qui vient des écoles coûteuses, mais l'amour sincère de l'apprentissage qui vous pousse à enseigner aux autres ce que vous savez. Et elle m'a appris que les plus grands investissements ne sont pas toujours financiers. Parfois, ils sont humains. Reconnaître le potentiel, soutenir le talent, supprimer les barrières qui empêchent les personnes douées d'apporter leur don au monde. Cet après-midi-là, devant l'école de Chloé, j'ai vu une fillette sans abri enseigner à ma fille à travers une grille en fer. J'aurais pu continuer ma route. Au lieu de cela, je me suis arrêté, j'ai écouté et j'ai changé la trajectoire de plusieurs vies. C'est la vraie leçon, nous avons tous le pouvoir de changer les trajectoires, de reconnaître le potentiel, d'investir dans le talent humain, indépendamment des circonstances présentes. Il nous suffit d'être prêt à voir ce que les autres ignorent, à valoriser ce que la société rejette, à reconnaître que parfois, le professeur apparaît sous les formes les plus inattendues. Manon avait 9 ans, était sans abri, se tenait devant une école qu'elle ne pouvait pas fréquenter, et enseignait à une fille privilégiée à travers une grille parce qu'elle aimait tellement apprendre qu'elle ne pouvait s'empêcher de partager son savoir. C'est ce genre de caractère qui mérite qu'on investisse en lui. C'est ce genre d'esprit qui change le monde. Et je suis reconnaissant chaque jour d'avoir été assez sage, ou assez chanceux, pour le reconnaître quand je l'ai vu.